Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 27 de la saison 2 de Boisvert Radio. Cet été, un événement sportif d'envergure qui arrive, c'est bien entendu les Jeux olympiques d'été 2021 à Tokyo. Un point positif de la pandémie, c'est qu'on aura 2 Jeux olympiques à quelques mois d'écart, puisque les Jeux d'hiver prévus en 2022 sont seulement à 6 mois après ceux de Tokyo. On va en parler de ce soir avec un athlète qui risque fort bien d'aller aux Jeux de Pékin. Mais avant, là, je vous présente mon collaborateur James Letourneau qui m'accompagne pour ce podcast. Comment ça va, James? Salut mon Charles, ça va bien toi? Ça va super. Écoute, là, on parle de patin longue piste. James, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? On parle de patin longue piste. Toi, t'es un hockey, hein? Bonne question, Charles, bonne question. Mais entre les Lévisiens, je pense qu'on sait se reconnaître. Eh oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, mon invité est Laurent Dubreuil. Laurent est un patineur de vitesse longue piste qui est natif de Lévis. Il est sur le circuit international senior depuis 2012. Et le 12 février dernier, il est devenu le deuxième Canadien de l'histoire à remporter l'or au championnat du monde de patinage de vitesse longue piste sur 500 mètres. C'est avec joie qu'on le reçoit aujourd'hui à Boisvert Radio. Laurent Dubreuil, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Merci, salut les gars, ça va bien? Ouais, ça va super. Écoute, on va commencer par parler de tes débuts en patin de vitesse. D'abord, comment est-ce que tu t'intéresses là, au patin de vitesse? Ça a commencé très jeune, en fait, plus jeune que je suis capable de m'en souvenir. Même mes deux parents étaient des patineurs de vitesse dans leur jeunesse, là, avant que je naisse. Mais ils ont tous les deux participé aux Jeux olympiques. Ma mère en 88, ouais. Mon père en 88 et 92. Moi, je suis né juste après en 92. Fait que quand mon père a fait les Jeux d'Albertville en 1992, ma mère était enceinte de moi. Puis après ça, je pense qu'ils ont voulu que leurs enfants essaient de patiner, puis que ce soit pour le fun. Évidemment, mes parents ne nous ont jamais mis de pression, mais moi, j'ai eu la piqûre, puis j'ai jamais arrêté. Là. Ils m'ont inscrit, je ne sais pas, à 4 ans peut-être la première fois, là, puis j'ai toujours voulu m'inscrire à chaque année, puis c'était un jeu pendant vraiment longtemps, mais maintenant, c'est rendu plus sérieux, mais j'aime ça encore autant qu'avant. Excellent. Puis à quel moment le patin de vitesse longue piste, pour toi, c'est comme donner une carrière où tu te dis, crime, je pourrais peut-être faire ça de ma vie? Ça a toujours été un rêve, ça c'est sûr. Je veux dire, quand j'étais jeune, tu regardes les Olympiques quand tu as 10 ans, puis c'est le sport que toi tu fais. Les jeunes joueurs de hockey, eux autres, ils regardent la Ligue nationale à tous les jours, mais nous, le patin de vitesse, ça ne passe pas à la télé tout le temps, ça ne passe pas souvent même. Fait que quand tu regardes les Olympiques, tu as 10 ans, tu es un jeune qui fait du patin de vitesse, ça t'allume, tu en rêves de faire partie de ça plus tard. Mais je dirais peut-être au milieu de l'adolescence, ça a commencé à être plus sérieux. J'ai commencé à patiner à tous les jours, à m'entraîner plus sérieusement. À 16 ans, j'ai complètement arrêté le courte piste parce que je faisais évidemment du court et du long piste quand j'étais plus jeune. C'est le développement normal pour un patineur du Québec. Mais à 16 ans, j'ai arrêté le courte piste pour me concentrer sur le long. À 17 ans, j'ai fait mes premiers championnats du monde junior. Je suis entré sur l'équipe nationale. Puis là, c'était vraiment rendu plus concret là, que ma carrière allait peut-être être longue, puis j'allais peut-être être capable d'en avoir une carrière. Good. Pour ceux qui connaissent moins le sport, dont moi, quelles sont les qualités là, essentielles d'un bon patineur de vitesse, mais surtout pour toi, du longue piste? Qu'est-ce que ça prend de plus sur le longue piste que sur du courte piste, par exemple? En longue piste, premièrement, il y a 3 types de distances. Il y a les sprints, il y a les middle distance, les distances moyennes, puis les longues distances. Puis un patineur, pour donner un exemple, mettons le 500 mètres, c'est un sprint. Le 10 000 mètres, c'est la plus longue distance en patinage longue piste. Les distances moyennes, c'est le 1000 et le 1500, qui sont comme des très longs sprints, si on veut. Mais ce n'est pas les mêmes athlètes qui font les différentes courses. Là. Fait que ton profil influence ou détermine ta distance. Par rapport aux courtes pistes, en courte piste, souvent, les patineurs sont plus petits. Plus léger parce que les virages, c'est dans un aréna de hockey. Hein, le patinage courte piste, les virages sont quand même serrés. En longue piste, c'est sur une piste de 400 mètres, un peu comme une piste d'athlétisme. Fait que, un peu comme autour d'un terrain de foot. Fait qu'on s'entend que les virages ne sont pas serrés. Fait qu'en courte piste, il faut être léger pour être capable de manœuvrer les virages, pour être capable de virer sur le rayon qui est serré. Mais en longue piste, il y a des patineurs comme moi, par exemple, je fais 190 livres. En courte piste, il n'y a personne qui fait ce poids-là. Là. Les gars qui sont gros, entre guillemets, sont peut-être 160. Fait que c'est vraiment des profils différents d'athlètes. Puis pour le long piste, les athlètes de 10 000 mètres, c'est des gens qui seraient bons sur un marathon de course à pied ou sur un 4 heures de vélo. Puis les sprinteurs comme moi, moi, quand j'ai fait un petit peu de course à pied, d'athlétisme quand j'étais ado.
Puis, je veux dire, ma meilleure distance, c'était le 100 mètres. Là. Je suis vraiment un sprinter. Je saute haut, je cours vite, je lève lourd en musculation, mais je ne suis pas endurant. Mais toi, personnellement, tu fais du 500 puis du 1000 mètres. Oui, exact. As-tu déjà fait d'autres distances que ça sur du longue piste? Quand on est jeune, on fait tout. 10 000 mètres, c'est une distance senior. Là. Les juniors s'arrêtent aux 5 000. Okay. Quand j'étais junior, mettons jusqu'à ce que j'aie 17 ans, je faisais encore des 5 000 mètres occasionnellement. C'était évident que j'étais meilleur aux 500 puis aux 1000, même aux 500 qu'aux 1000. Mais mon 5000 n'a jamais été bon. Là. Ça a toujours été assez mauvais quand j'en faisais. Puis j'ai jamais vraiment aimé ça non plus. Fait que quand c'était comme j'étais rendu plus vieux un peu à l'âge de me spécialiser, puis on a réalisé, c'est clair que tu es meilleur au sprint. Ça a été une délivrance pour moi. Là. J'ai pu finalement me concentrer sur un, ce que j'aime, puis deux, ce dans quoi je suis bon, là, parce que j'ai jamais été bon sur les longues distances. C'est bon. Tu en as glissé un mot tantôt. Ton père et ta mère étaient des Olympiens aussi, les deux en patin de vitesse. Qu'est-ce que ça a fait pour toi dans ta carrière? Est-ce que ce sont par exemple tes entraîneurs? Est-ce qu'ils te poussent à chaque jour là, comme bons parents le feraient? Ma mère a été entraîneur, était un petit peu entraîneur au club, au club de Saint-Étienne, qui est mon club quand j'étais jeune. Elle a fait le club de Saint-Romuald aussi. Puis après ça, elle avait fait le centre régional quand j'étais adolescent. La logique, ça n'a jamais été son travail. Là. Mon père a travaillé dans le patin et est directeur général de la Fédération québécoise. Il travaille encore, mais c'est pas une job de coaching. Là. Mon père ne m'a jamais entraîné, mais ma mère, c'était plus comme mon frère et moi, on patinait au centre régional. Fait que tant qu'elle donnait le lift aux enfants, elle se proposait de pouvoir coacher. Fait que plutôt que d'attendre les estrades, elle était sur la glace puis elle coachait, mais elle ne coachait pas moi personnellement. Elle coachait le groupe au complet. Puis c'est sûr que quand j'étais plus jeune, c'était des trucs, il pouvait me donner des trucs, il pouvait me donner des conseils, puis techniquement, il était capable de m'aider beaucoup, mais rendu au niveau où je suis, ils sont de moins en moins capables, là, dans le sens que ils n'essayent plus de me coacher. Là. Ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas fait ça. Puis c'est rendu trop poussé là, à ce niveau, au niveau où j'ai atteint que ils sont capables de voir certains trucs, mais ils ne sont pas assez présents, puis ils ne regardent pas assez mes entraînements tout le temps pour être capables de vraiment m'aider. Puis c'est pas mon coach, j'ai le même coach depuis 2009, Grégor Gelonec, c'est le coach de l'équipe nationale à Québec. Mais je veux dire, mes parents n'essayent pas de se mettre entre Grégor et moi. D'ailleurs, Grégor, c'est un ami de longue date de mes parents. Il a fait les mêmes Olympiques que mes parents en 88. OK. Je l'ai mentionné d'entrée de jeu, tu es natif de Lévis. Quel rôle tes origines lévisiennes là, ont fait un rôle sur ta carrière? Je pense que j'ai été vraiment chanceux de naître ici parce que il y a deux places où on peut faire du patin longue piste au Canada. Il y a deux centres nationaux. Il y a Calgary et Québec. Donc, en étant à Lévis, je n'ai jamais eu à déménager pour le sport. Contrairement à, mettons, des athlètes qui pourraient venir de Montréal ou de Rivière-du-Loup, ou du Manitoba ou de l'Ontario, eux autres, il faut qu'ils déménagent soit à Calgary, soit à Québec. Si c'était du courte piste, ce serait à Montréal. Mais moi, c'est ça, vu que je fais du longue piste, je suis sur l'équipe nationale longue piste, Québec, ça a toujours été une option. Fait que j'ai pu, quand je suis arrivé sur l'équipe nationale à 17 ans, j'ai pas eu à déménager, j'habitais encore chez mes parents, j'ai pu rester chez eux, j'ai pu rester dans mon environnement que je connaissais, puis j'ai pas eu un choc à avoir à déménager, à changer de province à cet âge-là. Aussi, quand j'ai grandi, c'était avant les fusions, là, c'était Saint-Étienne-de-Lauzon où j'habitais, puis c'est devenu Lévis, mais quand c'est devenu Lévis, il s'est construit un deuxième aréna à Saint-Étienne qui est comme collé sur le premier. Le premier aréna était très vieux, mais le nouveau, c'était une glace internationale, fait que dimension plus grande, là. Ce qui est vraiment, vraiment bon pour le patin courte piste parce que la glace de hockey, quand tu tombes, la bande, elle arrive vite en maudit. Mais quand tu patines sur une glace internationale, ce qui est la réglementation pour des compés de plus haut niveau, c'est moins dangereux. Fait que j'ai profité de ça quand j'étais ado, quand je faisais encore du courte piste. Puis ça a vraiment aidé mon développement. Fait que je suis vraiment, vraiment chanceux de venir de Lévis, de la région de Québec, parce que ça m'a permis d'avoir des bonnes conditions, de pouvoir faire du longue piste toute ma jeunesse, puis de ne pas avoir à déménager quand j'ai atteint l'équipe nationale. Quand tu as dit que l'équipe nationale, dans le fond, était à Québec, ils s'entraînent dans le fond, à l'ancienne aréna de Sainte-Foy qu'ils ont rénové pour le patin de longue piste intérieur, pour avoir l'anneau là, à l'intérieur là, qui devrait être disponible quand même bientôt. Là. Oui. OK.
Parce que moi, j'ai joué au hockey, là. Fait que, bref. Dans les glaces à Sainte-Foy. Robert Chevalier, Roland Couillard, c'est là, ça, puis vous étiez sûrement Nous, à l'extérieur. Là. Mais oui, c'est ça, c'est exactement là. Puis j'ai patiné, nous, c'était dehors toute ma jeunesse, là, ce qui est vraiment pas bon pour le super haut niveau. Là. Des anneaux intérieurs, c'est vraiment la norme pour les athlètes de l'équipe nationale de tous les pays. Mais pour un jeune, quand j'avais 14, 15, 16 ans, juste d'avoir un anneau de longue piste, c'est bon, que ça soit dehors, que ça soit dedans. C'est sûr que c'est mieux en dedans, mais dehors, on avait accès à de la glace comme il n'y a pas accès nécessairement dans beaucoup de villes. Au Québec. Fait que c'était vraiment bien. Puis là, maintenant, ça va être encore mieux. Comme tu dis, ça va être le centre de glace, ça va être un anneau intérieur. Ça va être incroyable pour nous. Good. Si on replonge un petit peu dans tes souvenirs, c'était qui ton idole en grandissant, toi? C'est une bonne question. En patinage longue piste, Gaétan Boucher, ça a toujours été un modèle pour tous les patineurs au Québec. Ça s'appelle l'anneau Gaétan Boucher, le Centre national Gaétan Boucher. Il est double médaillé d'or olympique en 1984, dans le temps où le Canada n'était pas bon du tout en sport à part au hockey. En fait, les Jeux de 84, Gaétan a gagné 3 médailles, puis le Canada au complet en a gagné 4, incluant ces 3 médailles. Là. Fait qu'il a gagné 75% des médailles du pays. Maintenant, on est bon en sport aux Olympiques, on gagne 30 médailles aux Jeux d'hiver, là, mais dans ce temps-là, c'était pas aussi bon que ça. C'était surtout l'URSS qui gagnait tout. D'être capable de battre ces patineurs-là, c'était incroyable. Fait que pour nous, c'est sûr que c'est un modèle encore, même si ça fait très longtemps. Puis quand j'étais jeune, je regardais beaucoup le courte piste. Fait que j'ai des souvenirs clairs là, des 1998, les Jeux de Nagano, non. Là, j'avais 6 ans. Je me souviens juste que mon père était là-bas, pas comme athlète, mais comme attaché des médiatiques. Là, fait que je me souviens juste que mon père n'était pas chez nous pendant que ça avait lieu. Mais en 2002, à 10 ans, là, j'ai vraiment des souvenirs de ça. Puis Marc Gagnon qui gagne la médaille d'or aux 500 mètres devant Jonathan Guillemette qui a fini 2e. 1-2 des Québécois aux 500 en courte piste aux Olympiques. C'est un souvenir, je dirais que c'est peut-être le premier souvenir là, marquant là, que j'ai puis que j'ai fait. Ça m'a fait réaliser à quel point c'était hot et à quel point c'était aussi atteignable pour nous, on pouvait en rêver. Oui. Tu es encore aux études, là, si je ne me trompe pas, c'est en communication à l'Université Laval? Oui, exact. Je suis à peu près le 2/3 de fait. Là. Très, très, très étiré à mon patin, mais ça va finir un jour. Okay, je me demandais, pourquoi en fait c'est encore important là, les études pour toi, déjà que tu es un athlète de haut niveau? Là? Bien, premièrement, il y a le fait qu'il faut préparer l'après-carrière. Hein, contrairement à un joueur de la Ligue nationale de hockey, l'argent que je fais en ce moment en patinant, c'est absolument pas suffisant pour vivre toute ma vie. C'est suffisant pour vivre en ce moment, heureusement, mais j'ai pas besoin d'avoir un travail. Mais quand je vais prendre ma retraite, je vais avoir besoin d'avoir un travail. Fait que c'est vraiment important. Puis je pense que la plupart des patineurs que j'ai côtoyés à Québec là, ont pris ça au sérieux à travers les années. J'ai plusieurs anciens partenaires d'entraînement qui sont médecins. Alexandre Saint-Jean, il est dentiste. J'ai fait les Olympiques avec lui en 2018. Il a maintenant pris sa retraite. Mais c'est nécessaire pour nous de faire ça. Deuxièmement, on ne sait jamais le sport olympique. On ne sait jamais combien de temps on va jouer ou on va être capable de durer. Puis, contrairement, encore une fois, à la Ligue nationale, on n'a pas des contrats à long terme. Nous, c'est à chaque année, il faut se reclasser sur l'équipe nationale. Puis, tu es à une mauvaise saison de perdre tes revenus. Fait qu'il faut être prêt à se revirer de bord puis être capable de... C'est vraiment comme si un joueur de la Ligue nationale signait des contrats d'1 an toute sa carrière. Là, puis, tu as une année où tu te blesses, où tu es moins bon, puis tu n'es juste plus capable, ben tu n'as pas 3 autres années de contrat. Là, c'est fini. Fait qu'il faut être prêt à passer aux choses rapidement. Donc, je suis fier d'avoir été capable de le faire, même si ça n'a pas été facile par moment. Puis, il a fallu que mes parents me motivent quand j'étais plus jeune à continuer à prendre plus de cours. Mais je suis vraiment content de l'avoir fait parce que là, j'ai 28 ans puis il me reste à peu près 30 crédits à faire. Là, fait que je risque de finir mon école avant ma carrière. Je suis vraiment content. C'est sûr. Good. Je me dis qu'il y a un autre Laurent qui a réussi à faire ça, lui concilier études et sport. Puis sûrement que ça doit être un modèle pour toi là, présentement c'est sûr, la manière dont il performe. Moi, c'est un bac en com. Lui, ce qu'il a fait, c'est absolument incroyable d'être capable de jouer dans la NFL au plus haut niveau, d'être médecin, tout ça en gagnant le Super Bowl dans le même 2-3 ans. Là, c'est quelque chose d'incroyable. Je pense que c'est un modèle pour n'importe quel athlète québécois en ce moment. Puis, je dirais même,
comme je disais, tantôt, j'ai répondu à votre question. J'ai dit la première raison, c'est qu'il faut préparer notre après-carrière. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de préparer son après-carrière, c'est lui. un gars qui joue dans la NFL avec un gros contrat, hein, mais il le fait Oui, quand oui. même. Fait que c'est vraiment un beau modèle, une super leçon de vie de voir Laurent Duvernay-Tardif aller. Là, c'est magnifique à voir. Ouais. Ouais, tout à fait. On rentre un petit peu dans un bloc, on va parler du moment que tu étais champion du monde. Si on parle un petit peu de ton exploit du 12 février dernier, d'abord, depuis le début de la pandémie, donc en mars 2020, comment tu as fait pour t'entraîner, te préparer en vue de cette saison-là, puis garder la forme? Je veux dire, c'est pas toujours facile. Là. Non, ça a été vraiment spécial comme année. L'année 2019-2020, qui avait été ma meilleure en carrière l'année passée, j'avais fini deuxième au championnat du monde sprint, troisième au championnat du monde au 1000 mètres, puis j'avais gagné plusieurs médailles en Coupe du monde. Tout ça pour finir la saison. Fait que j'étais vraiment content, j'étais sur une lancée. Puis ça a été difficile d'avoir à m'adapter tout l'été avec l'entraînement, de faire beaucoup plus d'entraînement par moi-même. On a quand même eu un support solide de notre groupe d'entraînement, même si parfois c'était par Zoom, c'était à la maison. Des fois, on a accès quand même un peu au gym, au PEPS là, pour les athlètes de haut niveau, là, les athlètes sur les équipes nationales, là, mettons, on a pu aller s'entraîner même quand les gyms étaient fermés, mais c'était juste quelques fois semaine. Ouais. Mais il a fallu être créatif. Ça a été difficile également parce que ça a vraiment diminué le nombre de fois qu'on a pu patiner dans l'année. Normalement, on patine là, à partir du mois d'août, pas tous les jours, là, mais parce qu'on n'a pas de glace à Québec, là, mais normalement, on va 2 semaines à Calgary au mois d'août, 2 semaines en septembre, 3 semaines en octobre. Puis après ça, on part en Coupe du monde tout l'automne. Fait que normalement, on arrive à Noël, puis on a patiné déjà peut-être 3 mois là, ou 2 mois et demi. Et là, on est arrivé à Noël, puis le seul patin qu'on avait fait, c'était 10 jours au mois d'août à Calgary. Puis après ça, l'anneau de Calgary a brisé. Pas relié au COVID, là, juste comme les compresseurs n'étaient plus capables de fonctionner, la glace ne gelait plus, l'anneau a juste brisé. C'est pas mal la seule place au Canada où patiner. Fait qu'on n'a pas patiné avant le mois de novembre. En novembre, on est allé en Colombie-Britannique 10 jours pour patiner. Il y a un autre anneau là-bas. Puis après ça, on n'a pas retourné parce que les règles de COVID ont fait qu'on n'avait plus le droit d'aller en camp d'entraînement là-bas. Fait qu'on est arrivé en Coupe du... Puis il n'y a pas eu de Coupe du monde à l'automne. Ça a été annulé. Fait que je suis arrivé à Noël, j'avais patiné même pas 20 jours. Là. Fait que ça a été vraiment difficile. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'entraînement de musculation. Puis on était capable de faire des gains physiquement comme ça. Mais évidemment, le but, c'est pas d'avoir un bon squat. Le but, c'est d'avoir un bon 500 mètres. On s'entend que le squat, ça aide le 500 parce que ça me rend plus fort, plus puissant. Mais au final, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'être bon en patin. C'est ça mon sport. Fait que ça a été tout un challenge. Puis quand on est arrivé finalement en Coupe du monde, là, il y a eu 2 Coupes du monde puis le championnat du monde en janvier puis février. On avait patiné, là, j'avais patiné 18 jours dans le dernier 10 ou 11 mois. Fait que c'était un petit peu stressant de voir si ça allait fonctionner, mais finalement, l'entraînement qu'on a fait a vraiment payé. Oui. Comme je disais, on a été super bien encadrés malgré tout, puis on était capable de progresser. Tu sais, j'ai jamais senti pendant l'année que j'étais en train de plafonner. J'ai toujours senti que je m'améliorais physiquement. Puis je me disais, je suis quand même un patineur d'expérience. Ça fait quasiment 10 ans que je fais des Coupes du monde, que je m'entraîne sur l'équipe nationale. Fait que j'espérais que la transition de la salle de muscu à la technique sur glace allait se faire facilement. Puis heureusement, ça s'est fait facilement. Ouais, ça s'est fait vraiment rapidement. Ouais. Tu as dit que justement, vous avez eu des compétitions, des Coupes du monde, des championnats du monde en janvier, février. Fait que selon ce que j'ai lu, là, c'était bien à Heerenveen aux Pays-Bas. Oui. Sanitairement, là-bas, comment c'était? Il y avait une bulle, selon ce que j'ai compris, puis dans le fond, vous restiez dans le fond à l'hôtel, puis vous sortiez genre pour vous pratiquer, puis pour les compétitions? Exactement. Il y avait 3 hôtels pour pas qu'il y ait trop de gens dans le même hôtel, puis que ça soit comme tout jammé, mettons, dans les heures de repas. Là. Fait qu'il y avait 3 hôtels autour de l'anneau. Ils étaient à peu près à 15 minutes d'auto. Puis les hôtels, c'était uniquement les patineurs. Il n'y avait personne du public. Là. C'était juste des patineurs qu'il y avait dans l'hôtel. Okay. Puis on a été testés. Mettons, moi, j'étais parti le 12 janvier. J'ai été testé au Canada avant de partir pour la COVID. Puis évidemment, le test avait besoin d'être négatif, sinon on ne partait pas. Là, on est parti, je suis arrivé, on a été mis en quarantaine en arrivant, on s'est fait retester. Puis là, quand notre deuxième test en arrivant comme ça était négatif, on pouvait rentrer dans la bulle, rentrer dans l'hôtel. Puis après, à partir de ce moment-là, on était testé à chaque semaine. Fait qu'au final,
j'ai été testé, je pense, 8 ou 9 fois en 5 semaines. On était seuls par chambre. Normalement, on a un co-chambreur dans les Coupes du Monde, deux par chambre d'hôtel, mais là, on était seuls pour ne pas être en contact rapproché avec personne. Il fallait mettre le masque en dehors de la chambre d'hôtel en tout temps, à part évidemment quand on mange. Là. Pour la nourriture, pour le buffet, c'était un peu les règles qu'on avait cet été au Québec en restaurant. Okay. On était à une distance de tout le monde. On avait le masque si on se levait de la table. On l'enlevait pour manger. On le remettait dès qu'on avait fini. C'était vraiment bien organisé. Puis il y avait quelques centaines de patineurs là, au total dans la bulle, peut-être 200 patineurs, une centaine d'entraîneurs / physio, massothérapeutes, psychologues d'équipe, peu importe. Fait que sur ces 300 personnes-là, il y a eu 0 cas de COVID pendant le 5 semaines. Là. Ça a été super bien géré. Puis on se sentait vraiment en sécurité, là, dans le sens qu'on côtoyait juste des gens qui avaient plusieurs tests négatifs avant de rentrer. Puis on sortait juste de l'hôtel pour aller à l'entraînement. Fait qu'au final, on croisait personne autre que des patineurs. C'était vraiment, vraiment bien organisé. Good. Parlons maintenant justement de la compétition là, qui s'est passée là, le 12 février dernier que tu as gagné. D'abord, là, pendant la compétition, là, comment tu vis ça en tant que participant? Tu sais, toi, justement, une carrière dans le monde des médias que tu vises, tu as peut-être un côté plus analytique, dans le fond, que tu analyses la compétition. Là. Comment tu vois tes chances de gagner pendant que les autres passent? Là? Tu as totalement raison. Premièrement, je suis vraiment analytique. Moi, je suis un gars, j'ai une mémoire solide pour les chiffres, puis mon analyse est souvent axée sur les résultats, les chiffres. J'aime beaucoup ça, ça m'allume. Nous, ça commence, je dirais, ben, évidemment, on se tire un peu si on a des chances ou non, puis si on a des bonnes ou des petites chances en fonction des Coupes du Monde qu'il y a eu un petit peu avant. Moi, j'avais gagné sur 400-500 mètres en Coupe du Monde, j'avais gagné 3 médailles. Fait que je savais que j'avais des très bonnes chances au moins de médailles. Il n'y avait aucune de mes médailles qui était des médailles d'or, mais j'étais toujours à moins d'1/10 du gagnant. Là, puis c'était toujours un gagnant différent. Dans les 4 Coupes du Monde, il y avait eu 4 gagnants différents. Fait que je dis 4 Coupes du Monde, j'avais dit qu'il y avait 2 Coupes du Monde, mais c'est parce que le 500 est couru 2 fois en Coupe du Monde. C'est une question que je vais ajouter. Là. Mais c'était 4 gagnants différents dans les 4 courses. Fait que c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment serré le 500, puis ça dépend qui a la bonne course au bon moment. C'est vraiment comme ça que ça se joue. Il faut être vraiment bon, mais il faut être bon la journée que ça a lieu. Puis la compétition, moi, dans ma tête, commence un peu la veille au soir quand on voit notre paire. Parce qu'en longue piste, on est pairé contre un autre patineur. Ouais. Puis on patine contre lui, mais le but, c'est pas nécessairement c'est sûr que c'est de battre la personne contre qui tu patines, mais c'est de faire le meilleur temps. Parce que si je bats ma paire, mais les 2 gars de la paire suivante me battent, ils sont contre moi, eux autres aussi. Là. C'est vraiment le temps qu'on fait. Mais quand on voit notre paire, on peut avoir une idée un peu de notre stratégie de course parce que ça peut quand même un peu influencer avec notre corridor dans lequel on commence ou avec qui on patine. J'avais vu ma paire, puis j'étais pairé contre un autre gars. En fait, j'avais fini 2e au cumulatif des Coupes du Monde. J'étais pairé contre le gars qui avait gagné le cumulatif des Coupes du Monde. Fait que je savais que c'était vraiment un gros rival. J'étais à l'extérieur. Donc, je me disais, si j'ai un bon départ, je peux lui mettre la pression. Il va me voir un petit peu du coin de l'œil. On le voit quand le gars est en avant de nous. On regarde comme ça sur le côté. Même si on est concentré, la vision périphérique fait qu'on le sait qu'on est en arrière. Fait que je me disais, si je suis capable de le battre sur les premiers 20, 30, 50 mètres, je vais avoir une bonne chance. On était la paire 10 sur 12. Fait que les meilleurs patineurs sont à la fin. Donc, après nous, il restait juste 2 paires, mais les gars avant, c'est théoriquement des patineurs qui avaient moins de chance. Au 500 mètres, c'est vraiment serré. Fait que des fois, c'est le 10e au monde peut gagner une course, ça peut arriver. Là. Puis il y a des différences de 10e, centième de seconde là, entre les premiers et ceux après. Là. Mais je voyais les temps, puis avant moi, puis j'étais là, les gars sont bons. Là, je veux dire, c'est pas que le niveau n'est pas relevé, mais c'était pas des temps que j'imaginais imbattables. C'est des temps que je me disais, si j'ai une bonne course, je vais être capable. Puis là, j'ai fait ma course, j'ai eu une super bonne course, j'ai vu mon temps. Puis là, quand j'ai vu mon temps, ma première réaction, c'était de me dire, j'ai gagné, il n'y a personne qui va battre ce temps-là. Parce que c'était vraiment une bonne course. Mais dans la paire suivante, il y avait le Russe Kulichnikov qui est champion du monde en titre, recordman du monde, là, qui a le record du monde. Donc, j'ai pensé ça. Puis 2 secondes plus tard, je me suis dit, lui, il a quand même des chances parce que c'est généralement le gars qui gagne tout le temps. Mais finalement, il n'a pas été capable de me battre. Il a fini 2e. Mais en voyant mon temps, je le savais que j'avais des très bonnes chances parce que c'était peut-être ma meilleure course en carrière.
Puis, dans le fond, là, pour ceux qui connaissent moins le sport patin de vitesse longue piste, là, ta compétition, dans le fond, c'est tu fais ta distance, ça dure 35 secondes, puis après, ta compétition est terminée. Exactement. C'est OK. une fois. Aux 500 mètres, c'est 35 ou on le laisse pas à 34. Ça dépend toujours des glaces. Ouais. Environ 34-35 secondes. Puis c'est tout. Tu as une chance, c'est ton temps, puis après ça, c'est mesuré contre les temps des autres patineurs qui ont passé avant et après toi. Un peu comme en ski alpin. Là. Tout le monde passe après chacun leur tour, puis c'est le meilleur temps qui gagne. Nous, on y va 2 par 2 en longue piste. C'est la seule différence. Puis c'est un sport de temps, puis c'est une chance pour le faire. C'est pas, tu peux pas te reprendre, il n'y a pas de qualification de finale. C'est une performance, puis c'est fini. Ça rend ça quand même stressant parce que tu n'as vraiment pas droit à l'erreur, surtout dans les sprints. Hein. Au 10 000 mètres, j'en parlais tantôt, au 10 000 mètres, ça dure 12 minutes, 13 minutes. Si tu fais un faux pas pendant un faux pas dans ta course qui dure 13 minutes, c'est pas si grave que ça. Tu as 13 minutes pour te reprendre, mais aux 500 mètres, un faux pas, c'est ça qui fait la différence entre l'or et pas être sur le podium. C'est à ce point-là que c'est serré. Souvent, tu gagnes une médaille d'or puis tu es 6 centièmes en avant du gars qui a fini 4e. Ah oui. 6 centièmes de seconde, un faux pas, tu vas en perdre plus que ça. Tu n'as vraiment pas le droit à l'erreur, mais c'est ça qui rend ça excitant également. Ouais. Évidemment, quand tu as remporté l'or, on t'a entendu pousser un énorme cri de joie, c'est sûr. Là. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Là? Ben, j'ai traversé. Ben, premièrement, en patin, tu le sens, tu as des feelings dans ta course, tu le sais si tu es en train d'en faire une bonne ou une mauvaise, de façon générale. C'est bien rare que tu penses que tu es sur la pire course de ta carrière, tu traverses la ligne puis c'est bon. Donc, moi, j'étais en train d'avoir une bonne course, je le savais. Ouais. Le seule référence qu'on a, c'est qu'on a notre temps d'ouverture. Hein, c'est 500 mètres, c'est un droit d'ouverture, 100 mètres, puis après ça, un tour complet de 400 mètres. Ouais. Fait que quand je fais mon départ, puis après ça, j'arrive dans le droit où on change de corridor, mon entraîneur, il y a un board, un genre de tableau indicateur qui me dit mon temps d'ouverture. Puis c'était un de mes meilleurs temps à vie. Fait que je savais que j'étais sur une bonne course. J'étais en train de battre ma paire qui était classée premier au monde. Fait que je veux dire, tout s'enlignait. Puis la façon que je le sentais, je le savais que j'avais une bonne course. Mais une bonne course peut te mettre 4e, une bonne course peut te faire gagner. Là. La ligne est fine. Fait que quand j'ai vu le temps, là, je savais que peut-être pas que j'avais gagné. Là, en même temps, c'est la première chose que je me suis dit, c'est j'ai gagné, mais après ça, j'ai réalisé que c'était un petit peu prématuré de penser ça quand il restait le Russe qui avait le record du monde dans la paire suivante. Mais je savais à tout le moins que j'avais une médaille. Dans le sens que c'était impossible que 3 gars battent ce temps-là. C'était trop un temps rapide. Mais après ça, évidemment, j'ai été stressé. J'étais essoufflé, mais j'ai été stressé un autre petit 2 minutes, là, ou un autre 4 minutes, le temps que les 2 autres paires, les 4 autres patineurs se lancent parce que c'était 4 des quelques meilleurs au monde. Puis, il y avait toujours une chance qu'ils me battent, mais en même temps, j'avais l'impression que je l'avais finalement. Je dis finalement parce que c'est la première fois que je gagne le championnat du monde, puis j'ai gagné quand même beaucoup de médailles dans ma carrière. Ça a été beaucoup de médailles d'argent et de bronze, mais là, j'avais l'impression que finalement, j'avais été capable d'avoir ma meilleure course au bon moment puis d'être capable de gagner. Justement, que tu as eu ta meilleure course au bon moment, tu en parlais. Qu'est-ce que cette victoire-là représentait officiellement pour toi? Ben, c'est l'aboutissement d'un rêve d'une vie. Hein. Ouais. Moi, mon but quand j'étais jeune, c'était pas juste d'être sur l'équipe nationale, c'était pas juste de faire les Olympiques ou de faire des championnats du monde, c'était de gagner. Oui, de performer. Puis, de gagner des médailles, de gagner des médailles d'or. D'être champion du monde, c'est quelque chose que, ben oui, il va y en avoir un autre championnat du monde. Ben, l'an prochain, c'est les Olympiques. Là, fait qu'il n'y aura pas ce championnat du monde-là. Les Olympiques remplacent le championnat du monde les années qu'il y a des Jeux. Mais en 2023, il va y avoir ce championnat du monde-là. Puis ça va probablement être un autre gars qui va gagner. J'espère gagner en 2023 aussi. Mais si c'est un autre gars, ben, je ne serai plus champion du monde en titre, mais je vais quand même toute ma vie être champion du monde aux 500 en 2021. Fait que, c'est de savoir que j'ai été capable d'accomplir ce pourquoi j'ai travaillé si fort toute ma vie. C'est vraiment... ça rend tous les efforts que j'ai faits... ça justifie un peu ça. Mais je ne suis pas quelqu'un non plus qui ne vit que pour le succès, dans le sens que je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait au quotidien. Puis j'ai toujours aimé ça m'entraîner, j'ai toujours aimé ça patiner. J'aime ça encore autant que quand j'étais jeune. Puis si tu détestes ça à chaque jour, ça ne vaut pas la peine d'être champion du monde. Ça ne change pas une vie. Ça ne rend pas... Mettons que tu détestes ton sport, puis tu le fais juste parce que tu es bon, puis tu arrives là, tu gagnes, ça ne fera pas aimer ton sport. C'est la même chose. Mais pour moi qui aime vraiment ça, c'est ma passion. C'est vraiment valorisant d'être capable d'accomplir ce pourquoi j'ai travaillé si fort.
Maintenant que tu es champion du monde, c'est quoi la suite des choses pour toi? Qu'est-ce qui t'attend dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois? Ben, c'était la dernière compétition de la saison. Normalement, il y a une Coupe du Monde ou deux après les championnats du monde. Généralement, il y a une autre compétition, mais avec la COVID, la saison était vraiment écourtée. Fait que ça finissait la saison. Fait que depuis que je suis revenu, je suis revenu le 15 là, après les championnats du monde. J'ai fait 2 semaines de quarantaine, puis là, je suis finalement plus en quarantaine, fait que je peux sortir de la maison. Mais je me suis entraîné un petit peu pendant la quarantaine, j'ai fait un peu de musculation, j'en ai fait aussi cette semaine. Puis après cette semaine, on tombe en repos. OK. Un petit repos de 3-4 semaines là, pour permettre au corps de récupérer le mental, de recharger les batteries. Puis après ça, on recommence à s'entraîner là, vers le mois d'avril en vue de la saison olympique. On s'entraîne généralement à peu près 11 mois par année. Fait qu'on prend 3-4 semaines de repos à la fin de l'année. Puis après ça, on repart. On repart, mais pas des courses pendant l'été, là, mais l'entraînement pour Ouais. être en forme quand les courses commencent à l'automne. C'est bon. Je l'ai mentionné dans l'introduction, les Jeux olympiques de Pékin approchent. Sans doute qu'ils sont dans ta mire en tant que champion du monde. C'est clair que tu es quand même un bon espoir de médaille pour le Canada. Comment se passe ou va se passer là, le processus de qualification là, parce que tu n'es pas encore assuré d'y participer par contre? Non, nous, c'est vraiment l'année en cours, l'année des Jeux qui compte. Il y a deux façons de se qualifier pour le Canada. Chaque pays a une méthode de qualification différente. Il y a des pays qui, j'imagine, il y a peut-être des pays que le champion du monde en titre serait qualifié automatiquement, mais nous, ce n'est pas le cas au Canada. OK. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est, premièrement, il faut que le pays classe des spots aux Olympiques. OK. Nous, on est vraiment bons en patin. C'est pas difficile pour nous, mais pour, mettons, des plus petits pays qui ne sont pas nécessairement super bons, eux autres, le défi, c'est juste d'être assis. Il y a 36 patineurs qui font le 500 aux Olympiques, c'est d'être 36 meilleurs. Mais pour nous, d'être dans les 36 meilleurs au Canada, c'est pas difficile. On est bon aux 500 mètres. Mais après ça, le but, c'est d'être dans les meilleurs Canadiens. Il y a deux façons d'être sélectionné. Premièrement, par les Coupes du monde. Donc, il va y avoir des Coupes du monde l'automne prochain. S'il y a une saison normale, là, cette année, il n'y en a pas eu à l'automne, mais normalement, il y a toujours des Coupes du monde à l'automne. Puis si tu es dans les 8 premiers au classement là, mondial des Coupes du monde aux 500 mètres, là, pas les 8 premiers Canadiens, mais les 8 premiers patineurs internationaux, c'est comme le premier critère de sélection. Puis sinon, après ça, le reste, c'est la sélection olympique qui a lieu à Québec dans le temps des fêtes l'an prochain. Les fêtes qui s'en viennent dans 10 mois. Là, Ouais. c'est comme décembre 2021, 2021. janvier 2022, là, parce que c'est à peu près au jour de l'an la compétition. OK. Fait que dans le fond, tu veux savoir si tu fais les Olympiques environ à 1-2 mois avant? Exact. On ne sait pas plus d'avance que ça. Personne en OK. patin ou piste. C'est vraiment dernière minute, mais ça a le bénéfice de sélectionner les gens qui sont hot au bon moment. Là, dans le sens Oui. que un mois avant, c'était bon. Généralement, un mois plus tard, c'est encore bon. Mais si tu sélectionnes vraiment beaucoup d'avance, il y a des risques que tu sélectionnes quelqu'un qui a piqué très tôt et qui sera peut-être pas si bon que ça rendu au jeu. C'est un petit peu la logique derrière ça. Good. Parlons un peu là, de ton expérience des autres Jeux olympiques. Dans le fond, de l'autre Jeux olympiques auxquels tu as participé. Mais avant ça, on va revenir un peu sur les Jeux olympiques de Sochi que tu as manqué par 0,05 secondes. Qu'est-ce que ce résultat-là a changé pour toi et ta carrière? Premièrement, sur le coup, ça a été vraiment difficile à accepter. Ça a fait mal. Ouais. J'avais fait le championnat du monde 2012, j'avais fait le championnat du monde 2013. Logiquement, tu fais les Olympiques dans ce temps-là. Tu sais, c'est pas différent, là, un championnat du monde des Olympiques. C'est les mêmes patineurs canadiens qu'il faut que tu battes pour te qualifier. C'est la même distance, c'est le même sport. C'est pas parce que c'est les Jeux que c'est différent à ce niveau-là. Donc, ça avait fait vraiment mal. Même j'avais fait le championnat du monde en 2012, puis j'étais encore d'âge junior, puis j'étais au championnat du monde senior. Donc, j'étais vraiment, vraiment bon pour mon âge. Puis, j'étais arrivé en 2014, j'ai eu une très mauvaise saison. Puis, j'ai passé proche quand même, on s'entend, 5 centièmes. Mais ça a été difficile. Mais à y repenser, c'est probablement la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Si j'avais fait les Jeux, j'aurais peut-être fini 10, 15e peut-être. Je suis un gars de 10 à 15e place en général. J'aurais pas eu de chance de médaille en 2014.
Mais le fait de ne pas faire les jeux, ça m'a forcé ça m'a amené à réévaluer mon entraînement. Je dirais que probablement que 2013-2014, j'étais un petit peu... J'avais plafonné, puis je m'imaginais ou je pensais que j'étais encore en train de m'améliorer alors que ce n'était pas le cas. Je me voyais probablement un peu meilleur que ce que j'étais. Puis de me planter complètement comme ça versus me classer, finir 12e et me dire que ça va bien, bien, me planter en pleine face, ça a comme forcé des changements. J'ai changé de patin, j'ai changé de lame, j'ai changé complètement ma façon de m'entraîner. J'ai un peu retrouvé un peu ma passion que j'avais, je pense, un petit peu perdue les 2 années d'avant. J'ai retrouvé surtout ma fougue, ma hargne à l'entraînement, mon désir d'être le meilleur, de ne pas juste me satisfaire de finir 10e comme je finissais depuis 2 ans, mais de vraiment recommencer à viser des médailles. Puis l'année suivante, ben, j'ai ma première médaille en championnat du monde, c'est l'année suivante. Donc, j'ai passé de rater les Jeux. Dans le fond, j'ai fini 5e aux sélections canadiennes. Il y avait 4 gars qui faisaient les Jeux aux 500. J'ai passé de rater les Jeux puis être 5e au Canada à finir 3e au championnat du monde. J'ai amélioré mes temps vraiment beaucoup. J'ai gagné 5 médailles en Coupe du monde l'année après les Jeux que j'avais ratés, puis j'en avais 0 avant ça. Ça a vraiment complètement relancé ma carrière alors que j'étais en train de plafonner. Puis, je veux dire, je ne me souhaite pas d'échouer, mais cet échec-là, parce que je l'ai utilisé d'une bonne façon, parce que ça m'a amené à réévaluer, à changer plein de trucs, ben, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver à ce moment-là. Aux Jeux olympiques de Pyeongchang, il faut avouer que tu n'as pas manqué ta chance, tu y as participé. Tu as terminé 18e au 500 mètres et 25e au 1000 mètres, là, c'est bien ça. Oui. Raconte-moi un petit peu ton expérience, parce que c'était en fait tes premiers Jeux olympiques. Là. Ben, côté sportif, ça n'a pas bien été. Ouais. J'ai eu une année difficile. J'ai eu beaucoup j'ai commencé l'année vraiment bien. J'ai gagné la première Coupe du monde de la saison. C'est encore à ce jour ma seule victoire en Coupe du monde. J'ai 15 médailles individuelles en Coupe du monde. J'ai juste une médaille d'or. J'ai beaucoup trop à mon goût de médaille d'argent et médaille de bronze. J'aimerais savoir plus de médailles d'or. J'ai commencé l'année vraiment fort. Puis après ça, j'ai eu beaucoup de blessures puis de maladies. J'ai eu de la difficulté à garder ce niveau-là. Je l'ai complètement perdu. Puis pendant 2 mois, là, j'étais plus comme 15-20e. Puis au jeu, c'est ça qui est arrivé aussi. J'ai été malade 2 fois là, avant Noël. Là. J'ai eu un mois de décembre atroce. Puis je me suis claqué l'aine en janvier. Comme peut-être un mois avant les Jeux. Ouais, un mois avant les Jeux, peut-être. 1 mois et demi avant les Jeux, là, début janvier. Je ne me souviens plus de la date exacte. Là. Je dirais 1 mois avant les Jeux. Puis j'étais supposé rester en Europe pour des camps d'entraînement. J'étais retourné à la maison parce que je n'étais même pas capable de m'entraîner. Puis après ça, j'étais allé au jeu, puis j'ai manqué de temps pour me remettre un peu dans le game. La semaine suivante, j'ai eu une beaucoup meilleure course au championnat du monde sprint la semaine d'après, au 500. Mais ça a été quand même une belle expérience si on enlève mes résultats. Là. Ouais. Mais je veux dire, c'est quelque chose de magnifique de vivre des Olympiques. C'est quelque chose de magique. D'être capable de voir d'autres sports, de sentir la fébrilité, le désir de vaincre de tout le monde. Hein. Tu côtoies des athlètes de haut niveau comme c'est impossible de côtoyer dans un autre moment dans le monde. Mais tu vois les meilleurs au monde de tellement beaucoup de sports en même temps à la même place qui sont à leur meilleur pendant ce mois-ci parce qu'ils veulent gagner les Jeux olympiques. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose de le fun. La seule chose qui aurait pu mieux aller, c'est mes résultats, mais je compte bien changer et remédier au prochain. Mais je pense que peu importe ce qui arrive, c'est quelque chose que je vais me souvenir toute ma vie quand même d'avoir participé aux Jeux olympiques et d'avoir vécu ça là, comme compétiteur. Excellent. Puis je voulais savoir aussi à quoi ça ressemble ta routine de compétition. Là? Mais avant une compétition d'envergure comme les Olympiques ou quoi que ce soit. Là. Mettons la journée d'une course ou plus comme les semaines avant? Ben, je te dirais que vous avez environ une compétition à chaque semaine, mettons en temps normal, là, sans pandémie. OK, mettons un voyage de Coupe du Monde, mettons, quelque chose comme ça. Là. Ouais, à peu près, là, dans le fond. Mettons, là, c'est sûr qu'avec la bulle, c'était différent. On était toujours à la même place. Ouais. Mais normalement, par exemple, les Coupes du Monde à l'automne, là, c'est 4 Coupes du Monde en 5 semaines. Fait que ça, quand tu pars et tu reviens à la fin parce que tu n'as pas le temps de revenir à la maison entre 2 Coupes du Monde. Ouais. Surtout avec les décalages horaires, c'est en Asie, c'est en Europe, on se promène partout sur la planète. Mais mettons, je recule
la saison avant le COVID, là, mettons en novembre 2019, on avait 4 Coupes du Monde en 5 semaines. Fait qu'on part de chez nous début novembre. La première Coupe du Monde, c'était en Biélorussie, à Minsk. Fait qu'on arrive là une semaine à l'avance, habitué au décalage horaire, la glace, habitué à la glace. Hein. Les arénas sont pas. La glace n'est pas toujours identique d'une place à l'autre. Il faut un petit peu ajuster notre technique. Mais fait qu'on fait ça. Notre routine quotidienne, c'est vraiment concentré sur le patin. Là. On se lève, on déjeune, on s'entraîne, on revient, on dîne. Puis l'après-midi, c'est comme des traitements de physiothérapie, peut-être un deuxième entraînement, mais vraiment pas trop parce qu'on veut être reposé pour les courses. On fait un peu d'école à distance entre les entraînements. Puis on fait les courses rendues à la fin de semaine. Ce qui est un challenge quand on a des longs voyages comme ça, c'est souvent entre 2 Coupes du Monde. On change de pays le lundi. Fait que là, on était parti de la Biélorussie, on est allé en Pologne. On prend l'avion le lundi. Après ça, fait que là, on est fatigué des courses, mais il faut quand même des fois se lever tôt pour prendre l'avion, dépendant le vol est à quelle heure. Des fois, on arrive tard le lundi soir à la nouvelle place. Il faut vraiment être concentré sur notre récupération. Ça, c'est un défi dans les longs voyages comme ça. Après ça, on a le mardi, mercredi, jeudi pour s'habituer à la nouvelle place, la glace. C'est dû un petit peu à l'hôtel aussi, parce que des fois, on tombe sur des beaux hôtels, des fois, on tombe sur des hôtels atroces. Fait que c'est sûr qu'il faut dealer avec ça aussi. Mais puis là, après ça, vendredi, samedi, dimanche, c'est les courses tout de suite. Fait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de temps là, une compé puis l'autre. Après la Pologne, on était allé au Kazakhstan, dans la capitale Nur-Sultan, qui s'appelait Astana avant. Là, on était là 2 semaines. Fait que quand je dis 4 Coupes du Monde en 5 semaines, c'est après 2, il y a une semaine de repos, si on veut, mais c'est une semaine d'entraînement. Là. Il n'y a pas de compétition à la semaine dans le milieu, mais on n'a pas le temps de revenir chez nous quand même parce qu'il y a trop de. Je veux dire, il y a trop de décalage horaire. Le Kazakhstan, c'est l'autre bord de la planète complètement. On n'a pas le temps de revenir, de repartir. Fait qu'on y va là-bas, on s'entraîne là-bas. Puis c'était Kazakhstan. Après ça, on est allé au Japon pour la dernière Coupe du Monde. Puis après ça, on est revenu. Fait qu'on a vraiment fait le tour de la planète. On est allé en Europe en premier, puis on est allé vers l'Asie, puis on est repassé par-dessus le Pacifique pour revenir à la maison. Ça, c'est des longs voyages. C'est un gros challenge de récupérer, de ne pas se fatiguer pendant un long voyage comme ça. C'est un gros défi aussi de ne pas être à la maison longtemps comme ça. Moi, j'ai une petite fille d'1 an et demi même maintenant. Là, fait que c'est beaucoup plus dur qu'avant pour moi de partir 5 semaines. Là, quand j'étais célibataire ou c'était juste ma blonde et moi, c'était moins pire. Je m'ennuyais de ma blonde, c'est sûr. Mais maintenant, avec un enfant, c'est encore plus dur, c'est clair. Mais c'est quand même quelque chose de le fun. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie quand même. Je vais m'ennuyer quand je vais prendre ma retraite de ces voyages-là, de la compétition. J'aime ça, l'entraînement. C'est bon pour nous là, de s'entraîner. C'est bon pour l'être humain d'être en forme. Là. C'est quelque chose que je vais continuer à faire quand je vais prendre ma retraite. Mais je ne suis pas un gars qui adore s'entraîner tant que ça. Je suis un gars qui aime vraiment beaucoup la compétition, qui aime vraiment beaucoup le contexte de compétition, un voyage de Coupe du Monde en équipe. Pendant 5 semaines avec nos partenaires d'entraînement dans les mêmes hôtels que nos rivaux. C'est quelque chose qui me motive vraiment. C'est vraiment particulier. C'est vraiment le fun à vivre. En tout cas, pour moi, j'aime vraiment ça. Good. Terminons là, sur une note plus légère. Est-ce que tu as une anecdote de compétition intéressante là, à nous raconter? Oui, j'en ai une. Mais tantôt, j'ai parlé de ma première médaille aux mondiaux qui est venue l'année après les Jeux de Sochi que j'ai ratés. Est arrivé dans un petit contexte particulier. C'était en Europe, c'était aux Pays-Bas, à Heerenveen encore, comme les mondiaux de cette année. J'ai beaucoup de mes bonnes courses en carrière à cette place-là. Fait qu'on est arrivé là. Les mondiaux, c'est tout le temps en février. Hein. Fait que là, on arrive là fin janvier, comme 2 semaines avant. Puis là, ou 3 semaines avant, parce qu'il y avait une Coupe du Monde aussi là-bas. La première fin de semaine, c'était la journée du Super Bowl. Okay. Puis moi, j'étais quand même un bon fan de foot. Moi, je prends pour les Pats. Il y en a qui vont être contents, il y en a qui ne seront pas contents. Ils sont populaires ou ils ne le sont pas. Mais c'est quand ils ont gagné contre les Seahawks sur une interception à la dernier jeu pratiquement du match, là, avec 20 secondes à faire. Mais là, moi, je voulais regarder la game, on s'entend. Mais quand tu regardes une game qui est le soir en Amérique, en Europe, c'est en plein milieu de la nuit. Fait que là, je n'ai pas dit à mon coach parce que mon coach m'aurait empêché. Il m'aurait volé mon ordi et mon téléphone pour pas que je puisse l'écouter. Mais je me suis couché le soir. Ça, c'était la semaine avant une Coupe du Monde, mettons. Puis la Coupe du Monde, c'était la semaine avant les championnats du monde. Fait que je me couche le soir à, 7 heures. Là, je m'étais couché tôt pour dormir un peu. Je mets mon alarme pour quand la game commence. J'écoute la game au complet.
là, mon plan, c'est de retourner me coucher après, mais les Pats avaient gagné, c'est ça, sur une interception à la ligne de 1. Là, les fans de foot vont s'en souvenir. Fait que après, j'étais hyper. J'étais pas capable de dormir du tout parce que j'étais bien trop sur l'adrénaline. Fait que là, j'ai pas vraiment été capable de me rendormir. Là, le lendemain matin, je me lève, je suis content, mais là, à l'entraînement, je me claque, je me barre le dos complètement. J'imagine, j'étais tendu, j'avais mal dormi. Là, c'est sûr que ça n'a pas aidé là, de dormir peut-être 3 heures la nuit d'avant. Puis le stress, puis l'adrénaline. Fait que je me barre le dos. Là, mon coach n'était vraiment pas content là, parce que s'il savait que c'était probablement parce que je n'avais pas dormi de la nuit. Fait que là, je fais la semaine d'entraînement, je me fais traiter beaucoup, je fais la Coupe du Monde, ça va quand même bien. Mais là, mon dos reprend bien. Puis là, au championnat du monde, la semaine suivante, j'ai gagné une médaille. Fait que là, mon coach m'a pardonné. Mais si je n'avais pas gagné de médaille, il aurait peut-être été fâché longtemps parce que j'étais vraiment un des favoris. Puis ça aurait été quand même un peu con de passer à côté d'un bon résultat au championnat du monde à cause d'un match de football. Mais heureusement, j'ai regardé le foot puis j'ai gagné une médaille. Fait que l'histoire s'est bien terminée. Puis ça s'est fini sur une touche heureuse puis je me suis fait pardonner. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour regarder le Super Bowl? Les Pats gagnent, puis après, on gagne une médaille aussi. Tout le monde est content, puis ça termine bien. Exactement. Tout le monde est content. C'est plus facile quand on est en Amérique, comme le Super Bowl, que les Chiefs ont gagné, que Duvernay a gagné. Ça, je l'ai regardé. J'étais à Milwaukee pour une compétition. Fait que ça, c'était facile. Hein. Le fuseau horaire, c'est 1 heure de décalage avec le Québec, mais vers l'ouest. Quand on est en Asie, c'est le matin, le Super Bowl. C'est ça que ça veut dire voyager aussi. Ça veut dire écouter des games de sport à des heures bizarres, puis regarder les Raptors à 8 h le matin plutôt qu'à 8 h le soir, puis regarder un Super Bowl en déjeunant en Corée aux Olympiques, puis des décalages horaires. Mais là, cette fois-là, c'était en plein milieu de la nuit, puis je le referais sûrement pas, mais en même temps, je suis content de l'avoir fait. C'est bon. Hey, Laurent Dubreuil, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio. Ben, dans le fond, l'invitation de James, là, parce que c'était lui le contact. Mais bon, merci beaucoup. Donc, je te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière et on espère te voir performer aux Jeux de 2022. Merci beaucoup, les gars. Ça m'a fait plaisir d'être là. James, merci d'avoir été là aujourd'hui. On se revoit bientôt là, dans un podcast. Merci à toi, Charles. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.